annonce de coupure de 400 millions de dollars aujourd'hui. On dit que c'est jamais vu en 14 ans. Joanne Marcotte, enfin, un gouvernement ose s'attaquer à la colonne de dépenses. J'imagine que vous ne chialerez pas contre ça, quand même. Non, je reconnais l'effort. Vraiment, là, Jocelyne, ou je ne sais pas c'était qui le Jocelyne, Jasmine, je ne sais pas, mais j'espère qu'elle vous écoute, là. Je suis de votre côté, vraiment, vous allez être fiers de moi. Oui, mais je vais me permettre quand même de dire au PQ ou de leur suggérer un petit quelque chose qui les aiderait. Ça serait de présenter la chose sous forme, je sais pas, j'aimerais ça avoir l'impression qu'ils ont des principes, qu'ils ont des balises, ils ont une démonstration à faire pour justifier les choix qu'ils font. Et puis, par les temps qui courent, les choix qu'ils font, je pense, qu'ils devraient être basés sur la prospérité, le maintien de la qualité de vie des gens, et puis aussi l'endettement public. Maintenir la culture de la gratuité là, pour les garderies, puis les frais, les droits de scolarité à l'université, c'est pas un projet de société. Ça les aiderait. Si on avait ça en tête, puis qu'on pouvait justifier d'une certaine façon les choix qu'ils ont faits. Régent Parent, il y a des gens qui sont pas trop contents parce qu'ils disent que le PQ, c'est comme un char qui flash à gauche puis qui tourne à droite. Il y a un problème électronique sûrement, mais je dirais, j'écoutais en m'en venant Stéphane Bédard, président du Conseil du Trésor, puis on aurait pu changer de couleur, on aurait pu entendre le ministre Bachand du Parti libéral nous raconter la même histoire. Regardez aujourd'hui, puis là, chacun se lance la balle, là. Le ministre Samamad réagissait après, et dans un contexte où on est encore dans un projet de crédit budgétaire, comme les libéraux l'ont fait précédemment. Moi, je dis, dans ce budget-là, je continue à penser qu'il y a beaucoup de pensées magiques. Beaucoup de pensées magiques. Les universités, d'essayer de comprimer là, dans les universités 140 millions. Vous irez voir les recteurs dans les 48 prochaines heures, vous leur demandez où ils vont fouiller dans le fond de leurs poches. On a un débat autour du sous-financement ou surfinancement. Les universités ont assez d'argent. On a gelé les frais de scolarité, puis j'en suis, moi, pour le gel des frais de scolarité. Mais à un moment donné, il faut avoir de la cohérence dans tout ça. Et moi, je pense qu'il y a un bout d'absence de cohérence. Les commissions scolaires, des pressions, on dit, il y a les dépenses vont continuer d'évoluer en éducation, mais c'est quand même des pressions par rapport à l'évolution normale des dépenses. Fait que fort probablement qu'on va voir la taxe foncière augmenter. On va refiler la note aux citoyens d'une autre manière, puis on va se faire des accords que les efforts ont été faits à Québec. On va aller tout de suite à la pause. J'ai hâte d'entendre Mathieu Bock-Côté sur ses compressions de 400 millions. On parle des compressions annoncées de 400 millions de dollars. Jamais vu depuis 14 ans, il faut quand même le souligner. Mathieu Bock-Côté, tantôt, Régent Parent disant que ça aurait pu être annoncé ça, par le Parti libéral. C'est-tu la preuve que maintenant, c'est plus le politique qui mène, ce sont les conditions économiques, et quel que soit le parti, il prendrait des décisions à peu près similaires parce que le réel commande ça. Ben voilà, je dirais le mot à peu près similaire, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre les partis, mais il y a une réalité qui s'appelle la dette au Québec. Il y a une réalité qui s'impose à tous les partis, sauf à Québec solidaire, je crois, qui vit de ce point de vue dans un univers parallèle. Mais pour ce qui est des partis de gouvernement qui ont une aspiration à gouverner quelque chose, eh bien, la question de la dette s'impose à tous et tous les partis, peu importe les promesses qu'ils peuvent formuler lorsqu'ils sont en campagne, ou peu importe le discours qu'ils ont en opposition, sont pris avec cette même réalité. Et je dirais que c'est pas pour rien d'ailleurs que les progressistes, les gens plus à gauche, les sociodémocrates, ont souvent une attention à la question de du déficit ou de la dette, parce qu'ils savent bien que leurs propres ambitions sont freinées souvent par une dette qui occupe une part fondamentale dans les budgets de l'État. Alors je dirais que de ce point de vue, s'il y a un consensus national à avoir au Québec, c'est gauche comme droite devrait avoir ce souci fondamental de réduire la pesanteur de la dette qui réduit la souveraineté réelle du Québec. Ça, je note que c'est vrai partout en Occident, en Europe comme au Québec. Joanne, là, il y a des gens qui sont déçus, mais le problème, c'est qu'ils ont trop promis de choses pendant leur campagne électorale, le PQ. Regarde, par exemple, en culture, ils ont promis pour 88 millions de dollars là, de programmes et tout ça. Et là, les artistes disent, ben là, c'est absolument pas dans les crédits que vous avez annoncés. Il n'y a rien de ça là-dedans. Ils ont promis vraiment trop, là. Bien sûr, bien sûr. Puis on les croit. C'est ça le problème. Mais oui, à chaque fois, on les croit. Bien, c'est ça. On va-tu arrêter ça? Il faut se raisonner à quelque part, là. On a beau... C'est du pur électoralisme, du clientélisme, puis les gens les croient.
Mais c'est ça. Ils subissent la dure épreuve de la réalité quand ils arrivent au pouvoir et puis ils n'ont pas le choix. Là, la question qui suit tout juste après, c'est OK, ça va être quoi les priorités? On en est là. C'est quoi les priorités? Parce qu'on ne peut pas donner tout à tout le monde. On ne peut pas donner tout à tout le monde. Oui, Régent Parent? Mais on est conscient là, que chacun des partis, que ce soit les libéraux, les péquistes ou les caquistes, font à peu près le même exercice en campagne électorale. J'aime bien le mot de Joanne Marcotte, là, le clientélisme. On fait du clientélisme électoral, on promet la mer à boire, et quand on arrive au pouvoir, on commence par dire que l'autre parti nous a laissés dans l'embarras. C'est épouvantable quand on regarde les chiffres. C'est à croire que le temps qu'ils sont dans l'opposition, puis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas en mesure de suivre le parti. Ça, c'est assez inquiétant. Et là, il faut... Moi, je pense que, ou carrément, tu as un programme, tu as une vision, tu veux la porter, tu fais des nominations politiques conséquentes de ta vision et tu dis ça va imposer comme vision, comme choix, tel aspect, si on veut se rendre jusque-là, puis êtes-vous prête ou pas prête? Mais, exemple, la taxe à santé. Quand le ministre Marceau nous est arrivé en début de mandat, on va dire, bon, ben là, rétroactif, puis c'était clair, il fallait le comprendre pendant la campagne. Il l'expliquait pas pendant la campagne. On va abolir la taxe, mais après ça, finalement, on a reculé. Tu sais, c'est un autre des nombreux reculs du gouvernement. Mathieu, rapidement, on passe à notre sujet après. Je dirais le Parti québécois a rapidement gaspillé une partie de sa crédibilité par son espèce d'amateurisme terrifiant. Dans les premières semaines qui ont suivi la prise du pouvoir, il a rapidement gaspillé plusieurs cartouches importantes. Alors là, lorsqu'il veut engager des grandes mesures et ainsi de suite, disons qu'il part avec des jeunes prises ou deux contre lui. Je veux parler de Gilles Duceppe. Ça a l'air qu'il se lancerait peut-être en politique municipale aux côtés de Michael Applebaum en 2013. Joanne, ce genre de politicien professionnel-là, qui a fait sa job au fédéral, puis après ça, il a essayé au provincial, puis là, il essaye au municipal, puis là, après ça, ça va être quoi? Les cantonales, puis les régionales, puis tout ça. À un moment donné, c'est comme on dirait qu'ils cherchent une planque, ces politiciens-là, comme Denis Coderre, là, c'est fédéral, puis les va aller au municipal. Ça leur tente pas d'avoir une autre job que politicien professionnel. Non, mais Joanne... C'est très drôle. Mais c'est vraiment ça qu'on se dit. Mais moi, je serais pas fine, là. Les gens, ils peuvent-tu prendre leur retraite à un moment donné? Ils peuvent-tu faire d'autres choses dans la vie, là? Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de faire de la politique. Ils ont-ils vraiment absolument besoin de ça? Il me semble qu'on devrait faire place à la relève à un moment donné. Je souhaite à Montréal une jeune relève. Écoute, je dirais... C'est qui? C'est Gilbert Rozon qui voulait se préparer, qui voulait quelque chose de neuf, même s'il est âgé, mais quelque chose de neuf. Quelqu'un qui vient d'un autre environnement, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a du pep, là. Quelqu'un qui nous ramènera pas dans des vieux discours. On peut-tu avoir ça de temps en temps? Monsieur Parent, vous avez pris votre retraite du milieu syndical, vous n'avez pas essayé de vous accrocher pour trouver un autre job dans le syndicalisme ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez de ça, ce genre regardez, là, je me peins, je me suis pincé 2-3 fois parce que je pensais exactement la même chose, ou presque, à Joanne Marcotte. Ça fait que, je sais pas si c'est parce que je suis à Québec puis c'est dans l'air, mais je vous dirais essentiellement, il faut savoir à un moment donné sortir de la vie publique. Je veux dire, Gilles Duceppe a fait, tant qu'à moi, c'est un homme d'une très grande valeur, qui a encore des choses à apporter à la société, mais pas nécessairement de la même façon. Puis dans un contexte comme celui-là, à un moment donné, de faire un pas de côté, de contribuer, je veux dire, au développement de la société d'une autre façon. Moi, je pense qu'on a besoin au Québec, effectivement, d'un certain renouvellement de la classe politique, puis que ce soit à droite, à gauche. J'ai pas de problème. Regardez, je pense que dans une société, on peut pas tous penser à la même chose, puis on peut avoir des visions. Il s'agit que ces visions-là se frottent, puis on va construire de quoi de solide. Mais le monde, ils veulent voir un certain changement. On l'a vu d'ailleurs dans la dernière campagne, ça revenait régulièrement, la notion de changer le paysage. Pas juste de changer de parti, de changer le paysage. Mais là, le changement, c'est qu'on va prendre un tel, on va le mettre là, puis on va prendre un tel, puis on va le mettre là, puis ils vont changer du provincial au fédéral, au municipal. C'est ça le changement, Mathieu? C'est qu'on a une professionnalisation. Ça, c'est pas exclusif au Québec, notez bien. Il y a une professionnalisation de la politique partout en Occident depuis des années. Obama était devenu un politicien professionnel depuis plusieurs années avant d'arriver à la présidence. Romney en était un aussi assez tôt dans sa carrière. Il a fait des choses dans sa vie, mais ensuite il s'est engagé en politique. Mais Lucien Bouchard dit dans son dernier livre, Lettre à un jeune politicien, quelque chose d'assez important. Il dit, d'un côté, fais quelque chose de ta vie avant d'aller en politique. Donc, autrement dit, un homme qui ne serait que politique pendant toute sa vie, ça devient un politicien de carrière. De l'autre côté, un engagement politique ne peut pas être trop limité dans le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on s'engage là-dedans, on s'y engage pour un bon moment.
Alors ça, je pense qu'il y a un jeu d'équilibre. Cela dit, pour ce qui est du CEP, je dirais soyons sévères avec lui, parce qu'effectivement, il a été chassé de la vie politique d'un coup sans s'y attendre lors des élections de 2011. Et là, il a cherché un endroit où se relancer. Peut-être est-ce que ce sera à Montréal. Donc soyons sévères envers lui, mais soyons aussi sévères, cela dit, envers Denis Coderre et soyons sévères envers les autres politiciens professionnels qui vont y aller. Parce que si on est sévère qu'envers un, encore une fois, je dirais qu'il y a un déséquilibre du jugement. Je pense que Joanne, vous êtes d'accord aussi. Le Coderre, c'est la même affaire. Il cherche une planche. Je dirais, si je peux me permettre, entre Coderre et Duceppe, c'est pas la même affaire. D'un côté, on a quand même un homme qui, avec ses défauts, a été chef d'État, et de l'autre, on a quelqu'un qui est une espèce d'échevin réincarné dans la postmodernité. Donc, de ce point de vue-là, si je peux me permettre, entre Duceppe et Coderre, c'est pas la même affaire. Joanne Marcotte, là, il a perdu le bloc sous Duceppe à la toute fin. Là, vraiment, c'était... Il a mangé une claque. Et comme disait Charles Aznavour, là, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Il fallait Richard Martineau va se lancer d'une nouvelle carrière. On s'en va à la pause tout de suite. On revient avec nos invités. Alors, c'est la guignolée des médias. Aujourd'hui, on essaie d'être généreux. Écoute, on a vu tantôt le monsieur qui a donné 20 000 $. Cet homme-là est un saint. Mais ça a l'air que, collectivement, les Québécois, on est cheap. C'est nous qui donnons presque le moins d'argent par personne au pays. On a un tableau ici, au point de vue des dons annuels moyens. En Alberta, 562 $ par personne par année. Mais ils ont plein d'argent, eux autres. Ils ont plein de cash. Ontario, 526. Île-du-Prince-Édouard, 479 $. Nunavut, le Nunavut est plus généreux que nous. 344 $ par personne et Québec, 208 $ par personne. Et après ça, à côté, c'est les heures en bénévolat. Donc, Québec, 208 $. Ça a l'air qu'on est des plus cheap. Joanne Marcotte, on a reçu sur notre page Facebook ce commentaire qui va vous faire sourire, je crois, Joanne, de Patrick Lem qui dit « Je trouve qu'on est le peuple le plus généreux en offrant des garderies à 7 $ et de l'aide sociale. On est généreux à notre manière. » Ce que Patrick dit, c'est qu'avec tout l'impôt et les taxes qu'on paye, on est généreux. On peut dire qu'on est généreux. Oui, mais là, on pourrait demander à Patrick, on est-tu généreux envers les bonnes personnes? C'est ça, là, notre système de redistribution de richesse qui est assuré par l'État distribue peu à beaucoup de monde, alors qu'il pourrait distribuer beaucoup à peu de monde, à ceux qui en ont vraiment besoin. Il est là, l'effet pervers de l'universalité. Mais c'est beau. Moi, je trouve la guignolée des médias, là, je trouve ça fantastique. Vraiment, ça ajoute aux options qu'on a. Je trouve ça beau, ça n'a pas de sens. Donc moi-même, j'encourage les gens. Là, ici, à TVA, il y a des paniers, là, on peut venir. Là, je trouve ça magique. Régent Parent, avant, il y avait l'Église. Ça, on donnait à l'Église et l'Église redistribuait l'argent aux pauvres de la paroisse. Maintenant, on donne à l'État. Puis on demande à l'État de redistribuer l'argent aux pauvres de la province. Malheureusement, des fois, l'État prend cet argent-là puis le donne à leurs amis, le donne à ci et ça, à des clientèles, etc. Il ne le donne pas nécessairement aux bonnes personnes, Régent. Bien, moi, M. Martineau, c'est toute une question. À savoir, est-ce qu'on doit être charitable? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de charité chrétienne? Tout le monde va être d'accord avec ça. Puis, la guignolée des médias, dans le fond, il faudrait qu'il y ait la guignolée à tous les jours. Et fort probablement parce qu'on a moins cette culture, moins ces habitudes au Québec comparativement à nos compatriotes anglophones du reste du pays. Des fois, les chiffres peuvent nous apparaître trompeurs. Mais la vraie question dans tout ça, c'est quel État nous voulons? Quel modèle? Je veux dire, puis quand on parle, on paye des impôts, puis on redistribue, puis les mesures universelles. On a juste à regarder dans la période, le bilan libéral en termes de baisse d'impôts, où M. Vachon nous disait qu'il va vous en rester plus dans les poches. Ce que ça a eu comme effet, c'est qu'il en reste moins dans les poches des gens les plus démunis, c'est avec ces baisses d'impôts. Fait que ça n'a pas amélioré leur situation, parce que là, c'est toutes sortes de tarifications. Puis ça, c'est des chiffres à l'appui. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout vider ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut revenir toute la question de la fiscalité, de l'organisation sociale, où on s'en va, comment on s'en va. Je regarde Stiglitz que je vous citais la semaine dernière, quand il parle, je veux dire, le prix de l'inégalité, mais on n'a pas la même inégalité que les Américains, mais un jour, on va finir par y arriver, puis on va en payer le prix. Ça fait que moi, je pense qu'il faut faire des choix collectifs conséquents.
Mathieu, oui. Est-ce que l'État fait sa job? Ben, je crois Parce que là, on dirait que l'État se désiste de certains... On n'a jamais vu autant d'organismes demander de l'argent aux gens. Ben, pour le cancer, pour ci, pour ça, pour les pauvres, pour les aînés, pour ci, pour... On dirait que l'État, maintenant, s'en remet à la charité des individus. Je dirais qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a effectivement une question de culture, c'est-à-dire les pays de tradition catholique, normalement, valorisent davantage le rôle des institutions pour la justice sociale. Donc, effectivement, ici, c'était l'Église, ensuite, c'était l'État. Donc, et on remarquera d'ailleurs un indicateur parmi d'autres, c'est pas seulement celui de ce que les Québécois sont généreux, mais la misère relative. Or, la misère relative dans la société québécoise est beaucoup moins grande que dans le reste de l'Amérique du Nord. Et ça, on peut s'en féliciter, c'est-à-dire nos politiques sociales ont plein de choses qu'on peut leur reprocher, sont pas toujours efficaces, mais ici, un pauvre est moins pauvre qu'ailleurs. Et de ce point de vue, on peut dire, dans la mesure où la charité, c'est pas pour la classe moyenne, c'est pour les plus miséreux, eh bien, on peut se dire que tout ne fonctionne pas mal au Québec. Une fois que c'est dit, est-ce qu'on peut espérer une espèce de regain, de sursaut de générosité individuelle? Bien sûr. Puis on voit d'ailleurs que les causes se multiplient aujourd'hui. Hein. Les gens veulent moins donner dans le vide, ils veulent donner pour une cause en particulier. Ils veulent donner sur le cancer, ils veulent donner sur la culture, ils veulent donner... Donc c'est bien que cette espèce de spécialisation de la charité, mais n'oublions jamais le fait qu'il y a des exigences plus larges de solidarité et de justice. Mais... Tout à fait. Joanne, ça sonne. Il y a un téléphone qui sonne ici. C'est pas le mien, c'est celui de Mathieu. Vous gagnez un abonnement. Alors, Joanne, est-ce que l'État fait sa job? Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup de balles, d'événements pour ramasser de l'argent. On dirait que maintenant, on se fie sur ces organismes-là pour ramasser de l'argent. Et l'État, peut-être, donne de l'argent, mais il ne le donne pas à la bonne place. Non, c'est ça. l'État donne de l'argent, mais il donne pas... l'État devrait vraiment voir à redistribuer mieux ce qu'on lui confie. Mais il reste qu'on se méfie aussi des philanthropes. Je me souviens, si on encourageait plus aussi tout ça, il n'y a pas beaucoup de générations de Canadiens français ou de francophones ou de Québécois qui sont indépendants de fortune. Là. On se méfie beaucoup là, de la philanthropie. Là. Quand il y a une fondation qui veut donner à une université, on dit non, il ne faut pas qu'il se mêle des programmes d'université. Quand il y a même un athlète qui est financé ou qui est appuyé par Coke, par exemple, et tabarouette, non, on est en train de marchandiser le sport. Tu sais, à quelque part, là, il faut aussi être ouvert aux fondations et tout ça. Moins se méfier aussi de ces élans-là. André Chagnon, qui finançait une activité ou des activités contre le décrochage pour la persévérance scolaire. Et non, c'est pas son rôle. Tu sais, à un moment donné, là... Il fait ça pour moins payer d'impôts. Mais oui, là... On s'en va tout de suite à la pause. On reprend la conversation. Mathieu Bock-Côté, c'est vrai que dès que soudainement, je ne sais pas, il y a une entreprise qui donne de l'argent, on dit il veut se faire un nom, il veut se faire connaître, de moins payer d'impôts, blablabla. Oui, bien, il y a une espèce de soupçon dans notre société. Hein. C'est celui qui fait quelque chose est nécessairement coupable d'une intention malveillante. Alors, on dit ça des syndicats, on dit ça de l'entreprise, on dit ça du philanthrope, comme on dit ça de l'État, et on est incapable. Évidemment qu'il y a une part d'intérêt personnel dans toute action. Je veux dire, les êtres humains sont ce qu'ils sont des individus avec des intérêts singuliers. Mais on devrait cesser, je crois, cette culture du soupçon généralisé qui fait en sorte qu'on est incapable de croire qu'il y a dans certaines actions philanthropiques une véritable bonne intention, une véritable bonne action. Bien, ça se peut-tu, Joanne, que ça soit notre religion? Les catholiques, quand on le dit, là, les catholiques, Dieu veut pas que tu fasses de l'argent. Si tu fais de l'argent, tu es une mauvaise personne, tu n'iras pas au paradis. C'est ça le catholicisme. Les protestants, au contraire, Dieu veut que tu fasses de l'argent. Et les protestants qui font de l'argent sont portés justement à aider davantage les gens autour. Il y a quelque chose de religieux là-dedans. Là. Je pense que oui. Je ne suis pas sociologue, là, mais je pense que oui, on est teinté vraiment de notre héritage catholique. Puis oui, les anglophones protestants, par exemple, ils ont non seulement le devoir d'acquérir la richesse, mais de la redonner aussi. Ils ont le devoir de contribuer à leur communauté. Ils ont le devoir d'aider autour d'eux. Et puis, c'est très, très bien vu dans leur parcours de vie. C'est prévu qu'ils aient un moment donné où ils doivent redonner. Donc, puis redonner personnellement, individuellement, contribuer à des causes individuellement. Mais Jean Parent. Bien, moi, je pense que M. Martineau, Mathieu, doit sur... D'abord, vous dire, on ne peut pas en vouloir à personne de vouloir aider ou faire le bien.
Il me semble que ça, en partant, on devrait, au moins, puis je vais rejoindre autant Joanne Marcotte que Mathieu Bock-Côté, là, qui est la suspicion, parce que quelqu'un veut faire du bien, bien, prenons le temps de le recevoir. Le problème, quand vous le dites vous-même, vous dites des gens qui se soustraient aux impôts, qui veulent se soustraire d'impôts et qui veulent aider, ils veulent choisir leur cause. On vient au principe du pauvre méritant. C'est qui je vais aider? Et puis là, au Québec, là, c'est des milliers de fondations qui se sont créées au cours des dernières années. On a eu un bout de temps d'Église, mais maintenant, quand on parle d'un État qui ne perçoit pas ses impôts parce qu'il y a des gens qui donnent à des fondations, et là, les fondations déterminent qui veulent bien aider. C'est le tronc commun, comment s'assurer effectivement. Moi, j'entends Joanne Marcotte dire souvent l'universalité, puis aidons les plus pauvres, mais après avoir dit ça, là, comment s'assurer qu'on n'aura pas un panier percé? Je dirais, j'aimerais citer ici le grand intellectuel français Raymond Aron, qui disait le rôle véritable de l'État n'est pas nécessairement de lutter contre les inégalités, mais de lutter en toutes circonstances contre la misère. Or, de ce point de vue, puis ensuite on peut nuancer, on peut croire qu'une lutte contre les inégalités, c'est pas insensé non plus, mais de ce point de vue, la lutte contre la misère, parce que c'est un véritable problème, les sociétés humaines occidentales sont sorties de la misère depuis environ 80 ans environ. C'est assez neuf quand même, comme cette sortie de la pauvreté radicale de plusieurs couches de la population. Mais l'État québécois, de ce point de vue, avec ses politiques de redistribution, pas toujours efficaces, je l'ai dit, mais qui ont cet horizon d'égalité, eh bien, l'État québécois remplit sa mission, au moins partiellement. Donc, de ce point de vue, il faut être, je dirais, minimalement indulgent vers notre État. Donc, ce principe plus général de justice sociale, de charité, on réussit à l'appliquer au Québec, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mille et une réformes culturelles et politiques à Joanne, faire. est-ce qu'on peut aussi applaudir la générosité de nos riches? Hein? Ah, bien sûr. Joanne, le bal La Jonquille là, qui ramasse plein d'argent pour le cancer et tout ça, c'est des gens qui sont très riches qui vont là et ils donnent de l'argent à des causes et heureusement qu'ils sont là pour donner de l'argent. Bravo! Bien, certain, bravo! Il n'y a pas juste dans le milieu culturel où on doit encourager les fondations, puis les donations, puis les bibliothèques municipales et tout ça, c'est correct. Mais il y a autre chose aussi. Puis moi, regarde, plus qu'il y a de concurrence là-dedans, mieux c'est. Là. Plus qu'il y a d'options, mieux c'est. Non, moi, je pense que là, Mme Marcotte, c'est justement la concurrence. Oui, c'est un mauvais mot. Non, mais dans l'aide humanitaire, moi, je vois les sociétés dans le sens où on veut faire le bien, mais on se concurrence, puis on essaie de l'arracher. Oxfam paye développement, puis etc. Moi, je pense qu'il doit plutôt avoir un travail de complémentarité. Je rejoins très bien Mathieu Bock-Côté quand il parle. C'est vrai, je veux dire qu'on est moins pire qu'ailleurs au Québec et que l'État a réussi jusqu'à un certain point le défi de sortir de la misère, mais évitons de l'amputer. Joanne, Mathieu, Régent Parent, merci beaucoup. On s'en va pour le meilleur, pour le pire. Sur la 2. Tu sais, quand vous avez faim, puis vous faites venir de la pizza, puis vous ouvrez la boîte de carton, puis vous sentez l'odeur monter, mon Dieu que c'est fantastique. Eh bien, bientôt, vous allez pouvoir sentir cette odeur quand vous le voulez. Et oui, Pizza Hut a lancé un nouveau parfum, Eau de Pizza Hut. C'est pas un gag, Eau de Pizza Hut. Alors, ils ont fait 110 bouteilles qu'ils ont fabriquées. Et sur le communiqué de presse, on dit maintenant, on permet à tous nos clients de pouvoir jouir de l'odeur fraîche d'une bonne pizza n'importe quand. Vous pouvez dire à votre femme, mon Dieu, que tu sens la bonne pizza all dress, ma chérie. Il me semble que c'est assez ragoûtant, là.